weil es musste mir gleichen, Bienvenue sur Icônes à silence, le lieu où les légendes murmurent enfin leur vérité cachée. Aujourd'hui, nous ouvrons le livre d'une vie que l'on croyait connaître par cœur, celle d'une voix qui a fait vibrer l'âme de la France, comme aucune autre depuis Édith Piaf, Patricia Caas. Ce nom évoque instantanément une silhouette frêle à la voix de braise, une mademoiselle qui chante le blues avec une élégance intemporelle. Sous les projecteurs des plus grandes scènes du monde, de Moscou à Paris, elle a incarné la réussite absolue, la fille de mineur devenue reine. Mais regardez bien au-delà des paillettes et des disques de diamants, car derrière ce regard bleu acier si intense et pourtant si lointain, se dissimulait un secret dévastateur. À l'aube de ses 59 ans, l'icône a décidé de ne plus se taire. Pendant des décennies, Patricia Caas a porté son succès comme une armure, protégeant un cœur en ruine. Mais comment une femme adulée par des millions de personnes peut-elle sombrer dans une solitude aussi glaciale? Qui a transformé la petite fille de Forbach en une soldate infatigable, programmée pour chanter même quand son monde s'effondrait? Aujourd'hui, elle brise le silence sur ces années obscures où elle a disparu des radars, non pas par caprice, mais parce que son âme était brisée. Elle ose enfin pointer du doigt ces ombres qu'elle ne pardonnera jamais, cette machine impitoyable de l'industrie musicale qui l'a dépossédée de sa propre vie et ce destin cruel qui lui a tout offert, sauf le droit d'être simplement heureuse. Ce que nous allons vous raconter n'est pas seulement l'histoire d'une carrière, c'est le récit poignant d'une survivante. C'est l'histoire d'une femme qui, à force de vivre pour les autres, a fini par s'oublier elle-même jusqu'au vertige. Alors que les rideaux sont tombés et que la foule est partie, il ne reste que la vérité nue, parfois brutale, mais nécessaire. Préparez-vous, car l'histoire de Patricia Caas est bien plus qu'une mélodie triste. C'est un cri qui a mis 40 ans à sortir, et ce qu'elle a sacrifié pour arriver jusqu'ici va vous briser le cœur. L'ascension de Patricia Caas ne ressemble à aucune autre, c'est un conte de fées écrit avec de la suie et de la lumière. Tout commence loin des boulevards parisiens, dans la rudesse de la Lorraine, là où le ciel se confond souvent avec la terre grise des bassins houillés. C'est ici, au milieu d'une famille nombreuse et modeste, que sa voix unique a commencé à résonner, rugueuse et profonde, comme si elle portait déjà le poids de plusieurs vies. Lorsque Gérard Depardieu, séduit par ce timbre hors du commun, décide de financer son premier single, personne ne se doute encore que cette jeune fille timide va devenir l'incarnation de la chanson française à travers le monde. L'année 1987 marque le début du raz-de-marée avec le titre Mademoiselle chante le blues. Patricia ne se contente pas d'entrer dans le hit parade, elle impose un style, une attitude. Elle n'est pas une starlette éphémère, elle est une âme ancienne dans un corps de jeune femme, une Marlène Dietrich des temps modernes, avec sa coupe à la garçonne et son regard qui transperce la caméra. Le succès est foudroyant, presque violent par son intensité. La France entière tombe sous le charme de cette fille de l'Est qui chante les amours difficiles et les hommes inaccessibles. Mon mec à moi, sorti peu après, devient bien plus qu'une chanson, c'est l'hymne d'une génération. Sa voix, mélange de gravier et de velours, raconte des histoires dans lesquelles chacun se reconnaît. Elle incarne une forme de mélancolie élégante, une fragilité assumée qui contraste avec la puissance vocale qu'elle déploie sur scène. Les récompenses pleuvent, les victoires de la musique s'accumulent et les salles de concert affichent complet des mois à l'avance. Mais le phénomène Caas dépasse très vite les frontières de l'Hexagone. Elle devient l'une des très rares artistes françaises à conquérir l'international avec une telle ampleur. De l'Allemagne à la Russie, en passant par la Corée et les États-Unis, elle est accueillie comme une reine. Pour des millions d'étrangers, Patricia Caas devient le visage de la France, une ambassadrice culturelle qui remplit des stades là où d'autres peinent à remplir des théâtres. Elle enchaîne les tournées mondiales, vendant près de 20 millions d'albums, un chiffre vertigineux qui témoigne de l'universalité de son émotion. Pourtant, au cœur même de ce triomphe éclatant, le drame couve déjà, invisible aux yeux du public en liesse.
Ce que les fans ignorent alors qu'ils l'acclament, c'est que chaque note chantée par Patricia est une promesse tenue envers une ombre. Sa mère, Irmgard, celle qui avait cru en elle avant tout le monde, celle qui rêvait de voir sa fille sous les projecteurs, se bat contre la maladie au moment précis où la gloire frappe à la porte. C'est une tragédie grecque qui se joue en coulisses. Plus Patricia monte vers les sommets, plus la vie de celle qu'elle aime le plus au monde s'efface. Sur scène, Patricia devient ce qu'elle appellera plus tard son petit soldat. Elle chante avec la rage du désespoir, transformant sa peur en performance. Le public voit une bête de scène, une interprète habitée, sans savoir que cette intensité est alimentée par une urgence vitale. Réussir pour maman, chanter pour qu'elle puisse encore l'entendre, même de loin. Cette période dorée est celle d'un paradoxe cruel. Extérieurement, Patricia Cass est au zénith, une icône intouchable drapée dans la lumière des projecteurs. Elle est la fille de l'Est qui a réussi, le rêve social accompli, mais intérieurement, les fondations sont déjà fissurées. Elle ne vit pas son succès, elle le subit comme une mission sacrée. Elle n'a pas le temps de savourer, pas le temps de grandir, pas le temps d'aimer ou d'être simplement une jeune femme de 20 ans. Elle est devenue une propriété publique, une image glacée sur papier glacé. Le monde entier l'aime, mais au milieu de cette foule immense, elle commence à ressentir le froid mordant d'une solitude qui ne la quittera plus. Elle a tout gagné, c'est vrai, mais elle ne sait pas encore que le prix à payer pour cette gloire sera sa propre liberté et peut-être même sa propre identité. Alors que les années 90 la couronne reine, les murs de sa prison dorée sont en train de se refermer doucement sur elle et les clés sont entre les mains d'un système qui ne connaît pas la pitié. Mais derrière ce rideau de velours rouge et ces tonnerres d'applaudissements, une autre réalité se dessinait beaucoup plus sombre et étouffante. Le public voyait une déesse intouchable, mais en coulisses, Patricia Cass était en train de devenir prisonnière de sa propre légende. L'industrie du disque, cette machine vorace qui se nourrit de la jeunesse et des rêves, avait trouvé en elle la victime parfaite, une travailleuse acharnée, disciplinée, prête à tout pour ne pas décevoir. On l'appelait le petit soldat. Ce surnom qu'elle s'était donné elle-même n'avait rien de glorieux, il révélait la brutalité de son quotidien. Elle ne vivait plus, elle exécutait des ordres. Son existence était devenue un tourbillon vertigineux de contrats, d'aéroports et de chambres d'hôtels impersonnels où chaque minute était chronométrée, chaque sourire négocié, chaque émotion mise en scène pour vendre. Imaginez une jeune femme à qui l'on interdit de s'arrêter même pour pleurer, alors que le deuil de sa mère lui déchirait les entrailles. Le système autour d'elle ne lui offrait aucun répit. Au lieu de bras réconfortants, elle ne trouvait que des exigences. Il fallait enregistrer l'album suivant, il fallait sourire pour la couverture des magazines, il fallait partir en tournée pour 6 mois. Elle était devenue une entreprise florissante, une marque déposée, et une entreprise ne prend pas de congé pour soigner son cœur. Les producteurs et les managers, éblouis par les chiffres de vente, semblaient avoir oublié qu'il y avait un être humain derrière la voix. Ils l'ont poussée jusqu'aux limites de l'épuisement, la convainquant que cet acharnement était le prix normal du succès, une forme de dette qu'elle devait payer éternellement à son public. Cette vie de nomade de luxe a eu un coup dévastateur sur sa vie de femme. L'amour, ce sentiment qu'elle chantait avec tant de passion, lui glissait entre les doigts dans la réalité. Les hommes passaient dans sa vie fascinés par la star, mais effrayés par la femme ou incapables de supporter son absence chronique. Elle a vu ses rêves de bonheur simple se briser contre les murs de son ambition forcée. Combien de fois s'est-elle retrouvée seule, après un concert devant 10 000 personnes, à dîner face à son reflet dans le miroir d'une suite luxueuse, avec pour seule compagnie le silence assourdissant de sa solitude. Elle avait l'argent, la gloire, l'admiration des foules, mais elle n'avait personne pour lui tenir la main quand les lumières s'éteignaient. Le plus grand sacrifice, celui qui la hante encore aujourd'hui et qu'elle n'a jamais vraiment pardonné à ce rythme de vie infernal, c'est celui de la maternité, emportée par le courant violent de sa carrière, reportant sans cesse les projets personnels pour un prochain album ou une prochaine tournée. Elle a laissé le temps filer. Le système lui a volé ses années les plus fertiles, la berçant de l'illusion qu'il y aurait toujours un plus tard. Mais un jour, le réveil a été brutal. La nature a ses propres lois que même les stars
rares ne peuvent contourner. Ce renoncement forcé est devenu une blessure ouverte, une preuve tangible que l'industrie lui avait tout pris, jusqu'à la possibilité de transmettre la vie. Elle avait offert sa voix au monde, mais en retour, le monde l'avait vidée de sa substance, la laissant riche mais terriblement seule, une icône de marbre froid qui avait oublié comment être vivante. Et le pire restait à venir, car ce corps qu'elle avait tant maltraité allait bientôt dire stop de la manière la plus violente qui soit. Le point de rupture est arrivé en 2013, non pas avec le bruit d'un scandale médiatique, mais avec le fracas silencieux d'une âme qui se brise en 1000 morceaux. Patricia venait de terminer une tournée mondiale titanesque, un hommage à Édith Piaf qui avait nécessité 150 dates à travers le monde. Chaque soir, elle avait ressuscité les drames de la môme, sans réaliser qu'elle était en train de consumer ses dernières réserves d'énergie vitale. Lorsque les lumières de la dernière représentation se sont éteintes, le noir ne s'est pas seulement fait dans la salle, il s'est fait en elle. Ce n'était pas une simple fatigue, c'était un effondrement total, ce que l'époque appelle un burn-out, mais qui pour elle ressemblait à une petite mort. Du jour au lendemain, le petit soldat a refusé de se lever. Le corps qu'elle avait tant brutalisé par la discipline a déclaré forfait, et l'esprit a suivi, plongeant dans une dépression abyssale. Pour la première fois de sa vie, Patricia Cass ne voulait plus chanter, elle ne voulait plus être Patricia Cass. La tragédie s'est amplifiée avec une cruauté banale mais dévastatrice. La perte de Tequila, sa petite chienne, sa compagne de route fidèle, qui était souvent sa seule famille dans les chambres d'hôtels vides. Ce deuil, qui peut sembler dérisoire aux yeux du monde, a été le coup de grâce pour une femme déjà à genoux. C'était le symbole de son isolement absolu. Elle s'est retrouvée seule dans son luxueux appartement parisien face à une vérité terrifiante. Elle avait sacrifié sa vie pour un public qui, maintenant que le rideau était baissé, retournait à ses occupations, la laissant seule avec ses démons. L'industrie, voyant que la machine ne produisait plus, s'est détournée avec une indifférence glaçante. Le téléphone a cessé de sonner, les amis du show business se sont évaporés. C'était une traversée du désert brutale. Patricia a passé ses journées à pleurer, incapable de trouver un sens à son existence hors de la scène. Elle se regardait dans le miroir et ne voyait qu'une étrangère, une femme de près de 50 ans qui n'avait rien construit en dehors de sa discographie. Elle a ressenti une haine profonde pour ce métier qui l'avait vampirisée, et pire encore, une haine pour elle-même, pour avoir été si docile, si parfaite, si oublieuse de ses propres besoins. Elle était une étoile éteinte, une icône en ruine qui errait dans un décor doré. Pendant 2 longues années, elle a disparu, laissant courir les rumeurs les plus folles. Mais dans ce silence assourdissant, loin des projecteurs qui l'avaient aveuglée, quelque chose était en train de germer. La douleur, aussi insupportable soit-elle, était en train de réveiller la femme endormie sous la star. Il lui fallait toucher le fond pour pouvoir enfin donner un coup de pied et remonter à la surface, non plus pour plaire aux autres, mais pour se sauver elle-même. Et le moment était venu de régler ses comptes. Le silence a fini par se briser, non pas avec des cris, mais avec la puissance tranquille d'une femme qui n'a plus rien à perdre ni à prouver. C'est à l'approche de la soixantaine, après cette longue traversée des ténèbres, que Patricia Cass est revenue vers la lumière métamorphosée. Elle a choisi de parler, de poser des mots sur les mots, transformant ses blessures en une vérité publique cinglante. Lors de son retour médiatique, elle a prononcé une phrase qui a résonné comme un verdict sans appel pour l'industrie qui l'avait façonnée. « J'ai tué le petit soldat ». En prononçant ces mots, elle a publiquement exécuté celle qu'on l'avait forcée à être pendant 30 ans. Elle a dénoncé ce système déshumanisant qui exigeait d'elle une perfection robotique, pointant du doigt ces années où on lui a interdit la faiblesse, où chaque larme devait être cachée sous du maquillage, où la vulnérabilité était traitée comme une faute professionnelle. Dans une série de confessions bouleversantes, elle a enfin osé nommer les responsables de sa douleur. Elle ne pardonne pas à cette industrie musicale des années 90 qui l'a traitée comme un produit périssable, une machine à cash qu'il fallait presser jusqu'à la dernière goutte. Elle pointe du doigt ses managers et ses producteurs qui, obsédés par les graphiques de vente, l'ont isolée du monde réel, la laissant croire que l'amour du public pouvait remplacer l'amour d'un foyer. Mais sa lucidité ne s'arrête pas là.
Elle règle aussi ses comptes avec les hommes de sa vie, ces fantômes du passé qu'elle n'a jamais nommés, mais dont elle décrit la lâcheté avec une précision chirurgicale. Elle parle de ses amants qui voulaient la star dans leur lit, mais refusaient la femme complexe et parfois triste dans leur vie, ceux qui l'ont laissé gérer seul ses avortements ou ses doutes, contribuant à ce verdict final de la maternité ratée. C'est un moment de télévision et de presse d'une rare intensité lorsque Patricia aborde ce sujet tabou, le fait de ne pas avoir d'enfant. Elle ne cherche pas la pitié, elle accuse le destin et ses propres choix dictés par la pression. Elle explique comment le rythme infernal qu'on lui a imposé a asséché son désir jusqu'à ce qu'il soit trop tard. C'est une accusation terrible contre le prix de la célébrité. On m'a tout donné, mais on m'a pris l'essentiel. En disant cela, elle reprend le pouvoir. Elle refuse désormais de chanter les vieux tubes de la même manière. Elle ne joue plus le rôle de la fille fragile. Sur scène, elle est debout, ancrée, regardant son public droit dans les yeux. Elle a pardonné à la petite fille de Forbach d'avoir été naïve, mais elle ne pardonne pas à la machine à rêve d'avoir broyé son innocence. Ce n'est plus une victime qui parle, c'est une survivante qui a repris les clés de sa propre maison et de son propre corps. Elle est enfin devenue Patricia, tout simplement, et cette victoire sur le silence est peut-être son plus grand succès, bien plus précieux que tous les disques de diamants accrochés à ses murs. L'histoire de Patricia Cass résonne bien au-delà de son propre destin. Elle agit comme un miroir tendu vers nous et vers une industrie du spectacle qui dévore souvent ses propres enfants. Son parcours nous force à nous poser des questions inconfortables sur la nature de notre adoration. Lorsque nous applaudissons une étoile, sommes-nous conscients du prix qu'elle paie pour briller? Combien d'autres petits soldats, combien d'artistes talentueux ont été vidés de leur humanité pour devenir des produits de consommation de masse? Patricia a survécu, mais combien ont sombré dans le silence définitif, écrasés par le poids d'une gloire trop lourde pour de simples épaules humaines? Il est temps de se demander, sommes-nous prêts à accepter que nos idoles soient faillibles, qu'elles vieillissent, qu'elles souffrent et qu'elles aient le droit de dire non? Le courage de Patricia Cass réside moins dans ses millions d'albums vendus que dans sa capacité à briser les chaînes dorées de son image. Elle nous rappelle que derrière chaque légende, il y a un cœur qui bat, un corps qui fatigue et une âme qui cherche simplement à être aimée pour ce qu'elle est et non pour ce qu'elle représente. Son cri silencieux est un avertissement pour les générations futures d'artistes. Ne laissez jamais le personnage dévorer la personne. Aujourd'hui, Patricia ne chante plus pour combler un vide ou pour obéir à un contrat. Elle chante parce qu'elle est vivante. Elle vit seule, peut-être, mais elle n'est plus solitaire car elle s'est retrouvée. En nous racontant sa vérité, elle ne demande ni pitié ni pardon. Elle nous offre simplement une leçon de résilience éblouissante. Comme elle pourrait le dire elle-même en regardant l'horizon depuis sa fenêtre parisienne, je ne regrette pas la gloire, mais j'ai appris que le plus grand succès, c'est de pouvoir se regarder dans la glace sans masque. Ma voix m'a sauvé, mais c'est mon silence qui m'a guéri. Et c'est peut-être là, dans cette paix retrouvée, que réside la véritable beauté de Mademoiselle Cass. Merci d'avoir écouté sa véritable histoire sur Icônes en silence.